Donc, nous allons pouvoir commencer avec un public nombreux. Donc, cette table ronde sur l'optimisation de son organisation avec l'intelligence artificielle. Un titre assez prometteur, un titre qui est dans l'esprit de tout le monde. Le but de cette table ronde, c'est d'avoir des échanges très interactifs et nourris entre les participants. Et surtout, pour vous, c'est vous offrir des clés concrètes pour transformer votre entreprise. Donc, autour de cette table ronde, Émilien Garnier, chez Sodebo, responsable data et IA. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Émilien Garnier, je suis responsable data et IA chez Sodebo. Sodebo est une entreprise vendéenne et familiale depuis plus de 50 ans. On fabrique des produits que vous connaissez, on est leader sur nos 4 marchés que sont pizza, sandwich, pasta box et salade. Moi, je suis arrivé chez Sodebo il y a 2 ans et demi. Sur la partie, j'ai 2 casquettes en fait, sur la partie développement logiciel et BI à l'époque. Et depuis 1 an, on mène une stratégie data et IA, donc un service à part entière, un peu en dehors de l'informatique, qui vise à adopter en fait une stratégie d'entreprise et pas seulement liée à l'informatique. On va avoir l'occasion d'en reparler. Nos enjeux, nos premiers retours d'expérience, on s'aperçoit vite que l'IA, c'est vrai, on peut vite s'y lancer. Aujourd'hui, il y a un gros engouement pour ça. On s'aperçoit surtout que l'IA, on prend conscience que ok, mais en fait, l'IA, comment je fais pour l'utiliser? Parce que j'ai pas de data. Ou en tout cas, elles sont quelque part, mais elles sont peut-être pas forcément disponibles. Et on est vite bloqué et frustré. Donc ce qu'on essaye aujourd'hui, nous, c'est d'acculturer à cette donnée, parce que c'est ça la clé en fait de l'IA, et d'acculturer surtout sur tous les niveaux. On a tendance à en prendre un, soit du top management, soit du très bas, soit du middle, et en fait, on va voir que sur toutes les strates de l'entreprise, il faut acculturer à cette donnée. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Amélie Cordier, que j'ai vu pas mal hocher la tête, parce que c'est un peu ton domaine chez Grandia. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Amélie Cordier, je suis fondatrice de Grandia, parfois consommatrice de sandwich triangle. Et moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises qui n'ont pas la chance d'avoir Émilien à l'acculturation et la sensibilisation à l'IA de manière responsable, c'est-à-dire que je sensibilise également aux impacts environnementaux et sociétaux des choix que l'on fait, parce que ces choix ne sont pas neutres. Je fais beaucoup de conférences, d'ateliers, de formations, de mise en pratique pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle peut nous aider au quotidien. Merci beaucoup Émilie. Maintenant Pierre Girardot, associé chez Crossdata et aussi PhD en IA. Oui, effectivement. Merci d'accueillir cette table ronde. Donc, Pierre Girardot, moi j'ai cofondé la société Crossdata. Crossdata, on est une quinzaine de personnes. On est à La Roche-sur-Yon, Angers, Paris. Nous, notre métier, c'est vraiment de concevoir, développer et maintenir en condition opérationnelle des algorithmes d'IA. On les conçoit, on les développe pour nos clients, en particulier pour beaucoup d'industriels, et sur une base qui est finalement assez pragmatique, qui est de dire, d'abord, on ne fait pas d'IA sans retour sur investissement, donc on commence par mesurer au départ, qu'est-ce que vous allez gagner avec ça? En fait, on ne fait pas d'IA parce que c'est à la mode, mais on fait de l'IA parce que si vous mettez 1 euro dedans, il en sort au moins 3. En fait, c'est un peu ça le concept. Donc, et une mesure qu'on va suivre tout au long. On reviendra après un peu sur la méthode des projets d'IA, mais en tout cas, ce qui nous tient surtout à cœur, c'est de concevoir des IA qui sont utiles, donc qui améliorent une performance chez nos clients, et qui sont également souveraines, donc qui vous permettent aussi de garder le contrôle sur vos données, qui est un autre aspect important, parce que, comme l'a dit Émilien, la donnée, c'est vraiment la base, la graine, je pourrais dire. Et celle-là, il faut la conserver, c'est votre mine d'or. Votre mine d'or, il ne faut pas la donner un petit copain. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Et enfin, Sandrine Mollet, fondatrice et dirigeante de Rivers. Je te laisse te représenter, puisque dans le public, on a des personnes qui sont arrivées après ta conférence. Bonjour à tous. Alors oui, je suis intervenue ce matin. Je suis Sandrine Mollet, je suis donc la fondatrice et dirigeante de Rivers Systems. Alors,
Pierre tout à l'heure parlait de mine d'or. Nous, on est spécialistes sur la matière, et la matière, c'est l'or de demain. Et donc en fait, nous, on est éditeur d'une technologie qui permet de piloter, optimiser, réemployer les matériaux stratégiques dans l'industrie. Donc chaîne aluminium, titane, composite, bois, acier, voilà. Et donc on remonte au plus tôt dans la chaîne de conception industrielle, et donc on permet donc en remontant au plus tôt on permet aux usines de mettre en place un réel procédé de production, de conception et production circulaire. Merci beaucoup Sandrine. Pour lancer cette table ronde, moi j'aurais envie de demander à Amélie, quel est ton rapport aujourd'hui à l'IA, puisque ça fait quelques années que tu en fais. Alors, il est un peu conflictuel mon rapport à l'IA aujourd'hui, et vous l'avez très bien dit ce matin dans la conférence d'introduction. En fait, l'IA, c'est un terme derrière lequel on range un peu n'importe quoi, qu'on n'arrive pas bien à définir. On est au moins 2 docteurs, peut-être 3, je sais pas. Non, au moins 2 docteurs en intelligence artificielle autour de la table, et je suis sûre qu'on ne partage pas exactement la même définition, et on peut vous dire que la communauté scientifique ne se met pas d'accord sur la définition, et donc c'est compliqué parce que la première étape, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est de se regarder droit dans les yeux et de se dire de quoi on parle. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question sur mon rapport à l'IA. En tout cas, aujourd'hui, entre les super démonstrations que vous pouvez voir auprès des exposants qui vont parler d'un sujet extrêmement spécifique, comme du comptage, du contrôle qualité par vision, des applications que vous allez pouvoir trouver chez Sodebo ou chez CrossData, ou de l'IA générative que vous allez pouvoir utiliser pour écrire un super post LinkedIn et dire à quel point on est bon, et bien en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes enjeux, on ne se pose pas les mêmes questions, on n'accompagne pas le changement de la même manière, et donc c'est extrêmement compliqué, et il y a un gros besoin d'acculturation, de clarification et d'accompagnement sur le sujet de l'IA. Merci Amélie, et du coup Pierre, est-ce que tu partages ce rapport conflictuel ? Oui, alors effectivement, ça a été depuis 2 ans, parce qu'en fait, 2 ans et demi maintenant, hein, c'est novembre 2022, la sortie de ChatGPT. C'est à la fois très long et très court, je trouve, quand on y repense. Ça a bouleversé énormément de choses. Et je partage complètement l'analyse sur l'aspect fourre-tout du terme intelligence artificielle. Hein. Les créateurs même, d'ailleurs, du nom le disent eux-mêmes, c'est un très mauvais nom, en fait, avec le recul. Donc effectivement, ça recouvre beaucoup de réalités qui sont très différentes. Qu'on peut-être un point commun juste pour les différencier du développement informatique classique, c'est que quand même quand on développe une IA, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas dire à l'avance quelle sera la performance de l'IA qu'on développe. En développement informatique, si vous voulez changer le bouton rouge, vous voulez le passer de en haut à droite à en bas à gauche, vous ne savez pas combien ça va coûter, mais vous savez que c'est possible, vous y arriverez. Par contre, arriver sur du contrôle qualité à 99% de performance, vous ne le savez pas avant d'avoir essayé. Ça, c'est une vraie distinction quand même qu'il y a et qu'il y a à prendre en compte dans les projets. Et donc cette acculturation dont tu parles, je suis complètement d'accord, il faut la faire. Et en particulier pour cette raison-là, pour s'habituer au fait qu'il y a des choses qui sont incertaines. Voilà. Et du coup, maintenant, je me tourne plutôt vers Emilien. Donc avant Sodebo, tu as eu d'autres vies professionnelles. Qu'est-ce qui t'a amené à l'IA, et comment est-ce que tes expériences professionnelles te permettent d'avoir ta vision actuelle, notamment d'acculturation chez Sodebo? Du coup, je ne sais pas si c'est une accumulation d'expériences professionnelles ou de projets ou de rencontres et de partage avec ce qui se fait. En tout cas, comme on le dit là, justement, je parle de partage et je reprends ça, le fait de partager avec d'autres, c'est ce dont on se sert, nous, pour acculturer. Aujourd'hui, on essaye de mener des projets d'IA. On essaye de ne pas l'utiliser, effectivement, chez nous aussi, ce mot, parce qu'il y a vraiment tout là-dedans. Mais on essaie de démontrer par des exemples très simples dans l'entreprise comment, à un moment, on a mis, alors que ce soit un modèle statistique, une vision, un calcul, comment ça a pu aider telle ou telle personne ou tel service. Et en fait, on va aller faire ça de manière régulière, on va trouver un petit cas d'usage
qui ne va pas coûter grand-chose, qui va apporter quelque chose à quelqu'un, puis on va les faire témoigner, on va les faire parler, on va les faire discuter avec d'autres services, et puis une idée va en pousser une autre, en donner une autre, et puis on va en récupérer comme ça. Et en fait, c'est quelque chose d'un peu circulaire, pour reprendre les mots de ce matin, qui va permettre en fait déjà d'acculturer et de faire changer les états d'esprit. Et rien qu'en faisant ça, on essaye d'acculturer tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, un peu sur toutes les strates. C'est difficile aujourd'hui d'aller dire à quelqu'un que, alors dans une usine concrètement, que sur telle machine, ce serait bien de récupérer la donnée. Si on n'arrive pas à lui démontrer à quoi ça peut servir à l'entreprise. Peut-être que l'automaticien qui est derrière sa machine et qui dit, qu'on lui dit, tiens, essaye de récupérer les vibrations de telle ou telle machine. Si on lui présente comme ça et qu'on ne lui donne pas à quoi ça va servir, il n'est pas prêt de nous le faire. Si on lui présente un projet et on lui dit, tiens, tu vois, derrière moi j'ai mis une caméra, elle est capable de dire mes produits, ils sont bons, ils sont pas bons sur telle ou telle chose. Et en plus, j'ai récupéré les données de ton moteur, là, ou de la vitesse de ton rouleau, et je m'aperçois que à chaque fois que ça accélère un petit peu, moi j'ai des produits qui tombent. Ou j'ai un défaut, c'est un peu mal placé par rapport au visuel qu'on veut donner au produit. Et donc du coup, alors peut-être que ça, il y a un œil d'expert qui sera capable de le voir, au bout de combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas les IA, elles, en mettant toutes les variables de toute une chaîne de production ensemble, elles seront peut-être capables d'aller trouver des choses et trouver des corrélations. Donc c'est comme ça qu'on fait, on essaie de démontrer par l'exemple, et vraiment tout, on partage tout, que ce soit un projet RH, on peut le partager avec des personnes de l'usine, que ce soit un projet d'usine qui a un lien avec l'énergie, on le partage avec d'autres services, c'est comme ça qu'on fait. Sandrine, je te vois hocher la tête, est-ce que ça résonne aussi avec ta propre expérience ? Oui, c'est sûr. De ce qu'on vit et comment on amène l'innovation, c'est un changement de paradigme. Donc c'est vrai qu'il faut défaire pour refaire, conduire le changement, c'est clé. Et commencer par la méthode des initiatives, effectivement, du terrain. C'est s'ouvrir, déjà se questionner. Ça, c'est fondamental. Penser, comme je le disais, penser métier, penser utilisateur, service aux utilisateurs, ce qu'on appelle nous des personas. C'est vraiment un logisticien, un bureau d'études, ça c'est fondamental. Voilà. Donc on va aller dire aussi à un bureau d'études qui fait de la conception depuis 20 ans d'une certaine façon, de lui dire que là maintenant il y a un catalogue de chutes de production et du coup c'est un stock prévisionnel de matériaux de seconde vie parce qu'il y a des chutes réutilisables et vous allez refaire de la conception avec ça. Waouh. Faut se lever de bonheur. J'ai eu une question tout à l'heure qui dit mais ok, comment on fait pour convaincre? On place le ROI au cœur de la démarche, c'est-à-dire de montrer que ça a un retour sur investissement. C'est pas seulement de l'argent, c'est aussi du gain en temps et comme l'expliquait tout à l'heure aussi Émilien, du gain sur la façon dont la personne va pouvoir évoluer dans son poste aussi. Convaincre, ça veut dire qu'on a déjà entamé une démarche. Comment est-ce qu'on peut commencer correctement une démarche? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser en fait l'ensemble d'une entreprise aux enjeux d'intelligence artificielle? Amélie, c'est ce que tu fais au quotidien. Oui, alors c'est intéressant ces deux points de vue parce que le ROI, c'est pas toujours la première chose qui motive les gens à aller vers l'intelligence artificielle. Parce qu'à cause du battage médiatique qu'il y a autour de l'IA aujourd'hui, moi j'ai souvent affaire à des chefs d'entreprise qui me disent « Oh là là, on a plein de données, on sait qu'il ne faut pas rater le train de l'IA, on ne sait juste pas où est le quai. » Ça c'est moi qui le rajoute. Et donc ils sont convaincus en fait qu'en une demi-heure, on va demander à ChatGPT et on va implémenter l'IA dans l'entreprise et on va augmenter son ROI, on va résoudre tous les problèmes. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça, hein, vous l'avez bien compris, il faut travailler par cas d'usage, il faut identifier les problèmes, même si on a beaucoup d'incertitudes sur l'apport de l'IA, il faut avoir un minimum d'intuition sur le fait qu'effectivement, sur tel sujet, on peut aller chercher un gain, et ça, c'est pas facile. Donc la première étape, souvent, hein, c'est donc, dans l'acculturation, la démystification,
c'est d'aller explorer les cas d'usage, les problèmes, les cailloux dans la chaussure, et essayer d'identifier pour quel cas d'usage une approche basée sur l'intelligence artificielle et laquelle peut être pertinente. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors après, tout va dépendre de la taille de l'entreprise, des objectifs, du sujet, du métier, des vraies problématiques, mais la toute première démarche, c'est de dialoguer, de raisonner, de faire un brainstorming, pour utiliser un anglicisme, d'essayer de poser sur la table tous les sujets, puis de se faire bien accompagner. Alors ça peut être par des experts qui ont déjà résolu des problèmes, ça peut être par ses pairs, ça peut être en interne quand la compétence a la chance d'être en interne, pour essayer de qualifier les cas et puis de choisir ceux pour lesquels le retour sur investissement est le plus probable et de commencer par là. Le mythe du Big Bang de l'IA, je vais prendre mon abonnement de ChatGPT et ça va résoudre tous mes problèmes, ça porte bien son nom, c'est un mythe. Pierre, je te vois sourire, ça résonne avec ce que tu fais, notamment avec pas mal de sujets de formation. Ça résonne avec ce qu'on vit au quotidien, que je pense à lire. Moi, je me souviens d'ailleurs très, très récemment d'un client en fin d'acculturation qui dit « mais en fait, c'était vachement bien, mais je suis vachement déçu par votre acculturation. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que ça fait pas tout, en fait, l'IA. Et moi, j'étais arrivé en pensant vraiment que ça résoudrait tous nos problèmes. » Donc voilà, on a souvent des gens qui sont déçus, positivement, ils nous mettent une bonne note, mais c'était très bien, on est très déçus, parce qu'en fait, ça ne fait pas tout. Voilà, donc tout ce que tu as dit est effectivement vrai, il faut mettre tout le monde autour de la table quand on commence à travailler. Donc cette acculturation, elle est vraiment nécessaire, et si possible, la faire d'ailleurs au plus large dans l'entreprise. Il y a des niveaux dans l'entreprise de connaissance de l'IA qui sont très différents, entre des experts, des gens qui ne sont pas dans le métier mais qui sont un peu geeks, donc ils ont testé, alors non seulement ChatGPT, mais ils ont testé Perplexity, puis ils ont peut-être testé aussi des outils de prévision, et puis ceux pour lesquels la dernière fois qu'ils ont entendu parler d'IA, c'était dans Matrix en 97, très bon film, si vous voulez le revoir. Ça finit mal. Et donc ça permet de remettre tout le monde, un peu l'église au milieu du village. Et ensuite, alors nous on commence souvent par simplement une journée où on demande à l'entreprise de réunir 10 à 15 personnes qui vont représenter l'ensemble des services de l'entreprise. Et si possible d'ailleurs, pas seulement des managers, mais aussi des gens du terrain. Je vais aussi un peu ce que tu as dit. Un projet pour qu'il soit réussi et qu'il fonctionne dans le temps, c'est bien s'il répond à la fois à des enjeux stratégiques de l'entreprise, mais s'il résout aussi des bobos du quotidien, ça engage tout le monde à s'y mettre. Donc voilà, on a ce groupe de personnes, et pendant une journée, on les fait travailler sur l'émergence de cas d'usage, d'abord de manière très foufou, quoi. Allez-y, liste à l'après-vert de tout ce que vous pourriez imaginer. Et puis ensuite, on les fait rationaliser sur la deuxième partie de la journée, sur le gain, sur est-ce que c'est faisable ou pas faisable, donc ça c'est plutôt notre expertise qui vient porter ça, et puis sur les coûts derrière. Donc ce qui permet d'avoir une idée d'une feuille de route possible, mais factuelle, de ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec l'IA. Mais en tout cas, on a la chance quand même aujourd'hui de pas d'être rarement freiné par la technologie. Voilà, c'est sky is the limit, quoi. C'est vraiment la limite, c'est votre imagination, votre créativité, parce qu'il y a non seulement les gains que vous pourriez faire sur vos process, mais il y a des créations de valeur aussi. Il y a certainement des choses que vous pourriez fournir à vos clients maintenant que vous n'auriez pas pu fournir sans les technologies qu'on a à notre disposition. Et on les a aujourd'hui, mais ça se trouve, on n'imagine pas encore les services qu'on pourrait fournir à tous. Voilà, donc tout ça, il faut le mener. Notre cerveau, biologiquement, est fait pour être réfractaire. Comment est-ce que vous faites chez Sodebo pour pouvoir, en fait, dépasser les résistances internes, parce qu'il y en aura toujours? Les résistances, en fait, je sais pas si c'est des résistances, il y en a, de la frustration, beaucoup, ça c'est sûr. On a un bon moyen, on utilise nous des moyens pour y aller, c'est comme disait Pierre, on récupère régulièrement des listes de projets à réaliser. Je vais créer le produit de demain qui sera le leader, tout, ok. Donc on a plein de choses comme ça et on essaie de les classifier. Alors toujours regarder le gain, mais le gain, comme on le disait, il est pas que financier. Nous on a 4 critères. Alors, le financier c'est super quand on l'a. On peut avoir aussi la qualité, améliorer la qualité de son produit quand on est un industriel. C'est aussi quelque chose qui apporte de la valeur.
On a aussi la partie productivité. Ouais, est-ce que ça fait gagner du temps? Et vis-à-vis du temps que moi je vais y mettre à y passer, combien de temps ça me fera gagner? Et la satisfaction des personnes de l'entreprise. Ça, on ne le met pas beaucoup, on le met pas souvent, je pense en avant, mais nous, chez Sodebo, on essaie aussi de faire ça. Si je suis capable de mettre une IA qui apporte à quelqu'un du plaisir ou en tout cas une satisfaction supplémentaire dans son travail de tous les jours, ben on va essayer d'y aller aussi. Et ça, pour l'acceptance ou pour faire lever des freins, c'est aussi quelque chose qui est important. Et pour éviter aussi la frustration et les freins, il faut renoncer à des projets. Clairement, alors on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Ok, alors ça c'est pas toujours facile à dire en interne, mais un bon moyen c'est de savoir déjà, est-ce que j'ai la donnée pour faire ce que je veux faire? Bon, si je l'ai pas, cherchez pas, vous pourrez lancer votre projet, à la fin vous serez bloqué, donc n'y allez pas. Est-ce que je dois essayer d'inventer quelque chose, de le faire chez moi, ou le prendre à l'extérieur? Aujourd'hui, vous pouvez essayer de faire un outil, enfin nous on s'est posé la question, de faire un outil de prévision de vente. Ouais, alors en face, on a des entreprises, alors, on a vu plusieurs entreprises, on a une qui a par exemple 10 ans d'expérience avec 300 personnes en R&D sur l'international, qui a un outil fait. Ok, alors moi avec mon équipe de 5-6 personnes, je pense que je peux commencer aujourd'hui. Déjà, je vais avoir du mal parce que je vais avoir que des données de mon entreprise, donc ce sera beaucoup moins pertinent, et donc ça, je vais peut-être pas y aller. Et ensuite, c'est est-ce que je demande, donc soit j'y vais, soit j'y vais pas, est-ce que j'y vais avec accompagnement ou pas? Est-ce que calculer un modèle statistique tout simple, j'ai des ressources dans mon entreprise qui sont capables de le faire en quelques jours, et donc je peux apporter une réponse très rapide, ou là, ça va peut-être piquer un peu plus, il va peut-être falloir un peu plus de développement, et je m'accompagne de partenaires pour le faire à l'extérieur, ce que fait par exemple CrossData. Donc c'est aussi ça, en fait, où est-ce qu'on met à chaque fois le curseur. Et en fonction de tous ces critères-là, on se dit, ok, je choisis. Et un des derniers, après, parce qu'on parlait des freins, c'est essayer d'estimer le changement que ça peut amener sur le métier, forcément le métier en question, et les métiers autour. Ne commencez pas par amener de l'IA dans un process qui va peut-être aider une personne, mais alors qui va impacter tous vos métiers autour. C'est le meilleur moyen pour avoir des freins derrière. Essayez de trouver d'abord des petits usages qui sont vraiment aidants, où tout le monde va s'y retrouver. Ça, c'est plus facile déjà pour acculturer. Je rebondis sur ce que tu as dit, il faut parfois savoir dire non. Si on dit non à certaines choses, si on fait dépasser certains réflexes comme ChatGPT, comment est-ce qu'on peut aller vers des initiatives qui sont plus stratégiques, comme par exemple celle de Reverse? Comment est-ce que les industriels en fait, qui te sollicitent, eux, ont dépassé ce premier réflexe un peu buzz médiatique, pour aller vers quelque chose d'un peu plus profond? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, l'innovation, ça répond à un processus. C'est pas un hasard. Et faire adopter une innovation, c'est pas un hasard. Enfin, ça répond à un processus qui est extrêmement structuré, clair. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Il y a toujours deux choses. Alors, la première pierre, c'est les technophiles qui vont d'abord tester, parce qu'ils vont tester la technologie, ils sont très peu nombreux. Ensuite, ceux qui vont derrière tester la technologie ou vouloir y aller, c'est ce qu'on appelle les visionnaires, tout simplement. Et pour eux, ce qui est important, c'est le bénéfice-risque. Finalement, quel risque j'ai à y aller et qu'est-ce que j'ai à gagner plutôt qu'à perdre, voilà. Et en fait, c'est cette question-là, et uniquement cette question-là, qui fait qu'à un moment, ils se lancent. Et donc, d'où l'importance aussi de lancer des initiatives au départ, qui sont sur des périmètres sans trop d'enjeux, parce qu'il faut commencer par apprendre et de se dire, je vais déjà connaître sur ce périmètre-là, j'y vois pas très clair, j'ai de la data, et je suis capable, j'ai quelques experts chez moi qui connaissent bien le métier. Encore une fois, ce qui est vraiment important dans mon point de vue, et nous on a commencé Reverse comme ça, c'est vraiment la compétence métier, qui est vraiment fondamentale. Et les flux, ça c'est vous qui les connaissez, c'est vous qui les avez, la connaissance fonctionnelle, elle est vraiment chez vous. Donc posez déjà ça, et ensuite regardez si vous avez de la data, ce que vous pouvez déjà en tirer. Et nos clients après, après c'est les pragmatiques. C'est ceux qui vont vouloir verront qu'effectivement ça a été déployé, ça marche. Ok, il n'y a plus
il n'y a plus de bugs, et puis voilà, on va y aller. Par contre, les autres auront pris 2-3 ans d'avance. Très intéressant. On parle de déployer plusieurs projets, on parle de dépasser des préconceptions, savoir dire non. Du coup, moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on architecture tout ça? Comment est-ce qu'on crée sa feuille de route? Et surtout, comment est-ce qu'on l'a fait avec, tu l'as dit tout à l'heure, pragmatisme? Et ça, c'est important. Pierre? Alors, donc on a ébauché tout à l'heure comment on peut déjà avoir des éléments pour la dessiner, savoir nos différentes idées, les avoir chiffrées, les avoir... Après, il y a des éléments, il y a différents éléments. Il y a des aspects stratégiques, d'abord. Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller en premier? Donc, et c'est là où souvent, d'ailleurs, on fait la différence entre faire l'IA nous-mêmes ou l'acheter. Parce qu'on constate souvent que même les clients qui vont franchir le pas de concevoir leurs propres algorithmes, c'est parce qu'ils viennent au service de leur cœur de métier. Et que c'est un point sur lequel ils souhaitent rester différents de leurs concurrents, ils souhaitent garder un temps d'avance, et donc ils ne vont pas aller acheter le même outil que le voisin pour des raisons évidentes. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, alors ce qui peut aussi, pour se lancer, il y a l'aspect financier. À quel moment on décide de se lancer? Alors là-dessus, il y a les différentes aides qui existent là-dessus, qui peuvent... Alors nous, ce qu'on recommande vraiment toujours, de toute façon, c'est d'y aller. Je l'ai martelé depuis tout à l'heure, quand il y a du retour sur investissement, la subvention derrière, ça fait plaisir, c'est un petit plus. Ça ne doit pas non plus motiver le projet, parce que derrière, il va tourner, il faut qu'il y ait un quotidien. Et puis après, dérisquer le projet le plus possible. C'est-à-dire ne commencez pas à mettre 300 000 € dans le projet parce qu'on est sûr que c'est l'idée du siècle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas si ça va marcher avec suffisamment de performance à la fin. Ça va marcher, mais on ne sait pas si ça sera à 70, 80, 95%. Donc, on y va par étapes. On commence par une expérimentation sur une partie des données, sur un bout du cas d'usage, si vous voulez, et on ne continuera le projet que si ça marche sur celui-ci. Et d'ailleurs, on a choisi un qui est plutôt difficile au début, parce qu'on se dit, tiens, quand on sera au bout, de toute façon, il faudra traiter ce cas difficile. Donc si on n'y arrive pas dès maintenant, comme ça, au moins, on sera au courant. Et puis, une fois qu'on a fait ce premier pas, on en fait un deuxième un peu plus large, et on continue, ainsi de suite. Donc y aller vraiment prudemment, ça peut permettre d'être très agile, en fait, de changer de cas d'usage peut-être à un moment, parce qu'on s'est rendu compte que nos données n'étaient pas suffisantes pour atteindre 95% de performance. Tant pis, on va récolter des données, on y reviendra dans 5 ans, et en attendant, on va faire cet autre cas d'usage. Amélie, si on regarde un petit peu plus loin, comment est-ce qu'on aligne un codir d'une entreprise sur une feuille de route qui soit aussi alignée avec les besoins du terrain? C'est une bonne question. Alors, je vais peut-être redire des évidences qui résument un peu ce qu'on vient de dire, mais la première clé de réussite, c'est quand même de partir du problème et de pas partir de la solution. Et souvent, c'est l'erreur que certains dirigeants font, justement, dans cette peur de rater quelque chose, c'est de se dire que oui, il y a de l'IA, il faut l'utiliser. C'est un peu comme si vous aviez un tournevis sur la table et que vous le regardez en disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir réparer avec ça? C'est pas une bonne façon de faire. Donc ça, c'est le B.A.-ba, la base pour bien aligner la feuille de route, c'est d'être capable de clairement identifier les problèmes. Alors la petite difficulté qu'on a là depuis quelques temps, c'est qu'effectivement, la prolifération des outils, des approches, des méthodes liées à l'IA et à l'IA générative, que je ne mets pas dans le même sac, font sortir du terrain des problèmes qu'on ne pensait pas pouvoir résoudre jusque-là, voire des sujets comme la génération de nouvelles idées, la génération de nouveaux produits, qui est quelque chose d'intéressant. Bref, donc il faut partir du problème. Après, dans tout ce qu'on a dit, moi j'ai beaucoup aimé les critères d'Emilien, de satisfaction, notamment de gain, et de bien penser que le gain, c'est pas seulement un gain économique, mais ça peut être un gain en qualité de vie, ça peut être un gain en temps, ça peut être un gain aussi sur la facture énergétique, sujet légèrement actuel. Et donc ça, il faut le prendre en compte dans sa grille d'analyse. Et puis, il faut aussi aligner ça avec les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est pas forcément toujours évident, parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se cache derrière certains algorithmes d'IA. Donc, dans des projets très concrets sur je maîtrise mes données, je maîtrise mon modèle, c'est facile à chiffrer.
dans des problèmes un petit peu plus compliqués, où on va aller solliciter des très grands modèles de langage sans savoir vraiment ce qui se passe derrière, où on va se poser des questions de gouvernance, de souveraineté des données, ben là, il faut comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et donc, là, on reboucle, là, on en revient à la culturation. Il faut gagner en maturité dans les équipes projets, pour bien comprendre quels sont les impacts, le périmètre, les limites des outils que vous allez utiliser pour exécuter vos projets. Donc finalement, toute la partie gestion de projet, gestion des risques, cadre juridique, cadre éthique, cadre RSE, vient s'ajouter aux décisions traditionnelles techniques qu'on va prendre dans le développement d'un projet. Et du coup, globalement, comment est-ce que je fais en fait ce travail? Comment est-ce que je réussis à calculer le bon ROI sur un projet d'IA? C'est quoi le tout début en fait de la démarche, Emilien? Le tout début de la démarche, alors pour calculer le bon ROI, et j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des critères, je pense, des critères à mettre en place, sans en parler, je vais peut-être y revenir. Après, le tout début de la démarche, il est dans l'acculturation, mais dans la démystification aussi. Nous, on travaille sur 3 piliers. Moi, je suis responsable data et IA. C'est très lié. Enfin, en fait, on a 3 gros piliers. Il y a la data, le reporting, l'analyse. Ça dépend de votre niveau de maturité, mais en fait, déjà, vous avez une brique où beaucoup sont entrés dedans. Okay, c'est toute la partie analyse des données. Il faut quand même avoir des données pour commencer à traiter le sujet. Et ensuite, comme on le disait, les IA, c'est tellement vague que moi, je sépare toujours mes projets qui peuvent intégrer l'IA et je mets dedans vraiment tout ce qui va être vision, modèle statistique et tout. Et je vais utiliser IA parce que ça parle, mais en fait, je vais surtout essayer d'utiliser d'autres mots pour faire comprendre que en fait, ça existe déjà, on peut l'utiliser. Et je mets de côté, comme disait Amélie, tout ce qui va être les GPI, en fait, tout ce qui va être plutôt IA généraliste, IA générative, parce qu'en fait, on est pollué. Je trouve que c'est plus aujourd'hui même un polluant, des fois, dans la compréhension de ce qu'est l'IA. Et face à ça, vous avez tellement en fait, vous avez plusieurs réactions différentes. Vous avez en gros 3 réactions. Il y a ceux qui sont foufous, qui vont y aller, ouais, allons-y, pleine balle, et on achète des licences, sans savoir ce qu'il y a derrière. Vous avez ceux qui ont plutôt peur. Oula, ça c'est encore un truc chino-américain qui arrive, surtout je ne fais rien avec. Et puis je pense qu'il y a le juste milieu. Alors après ça se passe à d'autres niveaux, mais ça c'est un avis personnel aussi, c'est qu'il y a un outil. Il est là, il arrivera. Quel est le manuel que je mets en face de cet outil? Et ça c'est important de commencer aussi à l'expliquer dans l'entreprise. Donc on parlait de limites, de chartes. Ok, quelles limites moi dans l'entreprise je ne veux pas franchir? Chez Sodebo on s'est mis des limites. On sait que par exemple aujourd'hui nos outils qui utiliseront l'IA, aujourd'hui on ne veut pas qu'ils prennent de décision. Je vais prendre un exemple que je prends souvent. Enfin, vous avez une voiture aujourd'hui, alors idem, on mettra de l'IA ou pas là-dedans. Vous avez une voiture, elle voit un obstacle, elle freine. Elle a pris une décision à votre place. Nous, on ne franchit pas cette barre-là. On va mettre un obstacle, on va faire biper, on va limite avertir l'utilisateur. Attention, il y a quelque chose. Par contre, on prend la décision. Vaut mieux freiner et avoir une voiture qui tape derrière, ou fallait mieux éviter? Je ne sais pas en fait. Donc en fait, on va plutôt laisser la décision à l'utilisateur. Et l'autre règle, c'est que on ne va pas, et ça je pense que c'est aussi pour lever les freins, on ne va pas dans les équipes en disant là, ce que tu fais, moi je vais mettre de l'IA et tu vas voir, ça va être beaucoup plus rapide et là tu n'auras plus ça à faire. Je pense que au niveau acceptation, c'est pas très bien. Donc on va aller plutôt... C'est du bon sens, mais ça fait du bien en temps. Ouais, ça fait du bien, et en fait c'est surtout... on y va plutôt en montrant quelque chose, et nous on écoute, en fait on va écouter l'utilisateur, puis à un moment quand on se rend compte que la personne, oh là ça, tous les mois je dois faire ce truc là, ou je suis invité, ça m'embête, ça n'a rien à voir avec mon travail, enfin c'est pas ce que je veux faire. Ah, ok, là il y a peut-être un truc à aller creuser, là je peux peut-être amener quelque chose, là je vais être dans l'acceptance, et là je vais pouvoir apporter un truc pas mal. Top. Si je tire un petit peu la substantifique moelle des différents échanges, globalement, ce qu'il faut pour aller sereinement, je dirais, dans une stratégie IA pour son entreprise, c'est déjà d'aligner ses projets IA et sa stratégie d'entreprise, pas d'en faire une supplémentaire, bien penser à la sensibilisation et la culturation des salariés, et pas que de son codir, et prioriser ses projets pour pouvoir y aller par étapes,
Soit on choisit le plus difficile en premier, et peut-être que certains vont choisir autrement, mais globalement, le but du jeu, c'est aussi bien de se faire accompagner et commencer en fait, et y réfléchir maintenant, parce que globalement, et là c'est moi qui vais le rajouter, vos concurrents sont sans doute en train de faire la même chose. On a beaucoup parlé, et je me dirais ce serait peut-être intéressant de prendre quelques questions du public, parce qu'à mon avis, vous devez en avoir. Dans les limites, et notamment des IA génératifs, c'est effectivement les users qui utilisent sans trop de réflexion. Et comment est-ce qu'on peut garantir la data, entre guillemets, que la data n'échappe pas ou ne soit pas trop repartie un peu à droite à gauche. Voilà. La question est pour quelqu'un en particulier ou je peux parler alors à la limite de mon expérience. Comment on limite En fait, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que tout comme aujourd'hui, alors je vais prendre des trucs qui sont peut-être un peu plus anciens, mais tout comme avant on disait aux personnes je dois pas mettre mes fichiers financiers sur un forum quel qu'il soit parce que c'est des données importantes, et je dois pas les mettre non plus et les donner à ChatGPT. Alors aussi bizarre que ça paraisse, pourtant ChatGPT on a plutôt l'impression, vu qu'il nous répond, on a plus confiance. Non, en fait, l'environnement est exactement le même. Et un bon moyen de démystifier ça, c'est d'aller un peu prêcher la bonne parole dans les équipes en disant, voilà, il y a plusieurs types de données. Vous avez des données qui ne concernent pas l'entreprise, allez-y. La même chose que vous les mettez sur Internet, c'est des données qui sont gérées personnelles ou qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Bon, vous pouvez utiliser. L'autre moyen, c'est que vous avez des données déjà un peu plus confidentielles ou un peu plus, pas encore stratégiques, mais en tout cas qui concernent l'entreprise, là, essayez d'utiliser plutôt, on va dire, nous on leur préconise d'utiliser plutôt des comptes professionnels. Donc là on arrive déjà dans un truc alors qui sera un peu plus sécurisé, mais déjà qui a une histoire de coût. Donc il faut voir. Mais il y a pas mal de solutions aussi pour limiter ça ou faire des choses en interne. Et puis il y a des typologies de données qu'on s'interdit effectivement de mettre à l'extérieur. Tout ce qui va être concurrentiel par exemple, ainsi de suite. Non, alors soit vous avez un service comme nous, on a la chance dédié qui peut être garant en fait de ça, qui peut utiliser des technologies ou des hébergements en fait qui permettent de garantir un petit peu tout ça, ou vous passez par aussi effectivement des boîtes extérieures qui vous garantissent au moins que les données ne sortent pas. Mais il y a plusieurs niveaux. L'erreur, pour moi, par contre, c'est de dire surtout n'y allez pas. Non, il y a certaines choses, on peut y aller. Alors oui, le compte-rendu de réunion, codir, truc, c'est peut-être pas génial, ça dépend. Sur votre compte perso, peut-être pas. Mais par contre, il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire. Une chose, on peut faire le parallèle un peu. Il y a juste deux sujets sur les données qui sont différents pour les IA génératives. Il y a le stockage de vos conversations et la réutilisation de vos données pour réentraîner des modèles futurs. Donc, c'est bien deux choses différentes. Ce qui concerne le stockage, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit, tout à fait, c'est pour juste apporter quelque chose sur le stockage, par exemple. Vous utilisez probablement à peu près tous, soit Gmail, soit Outlook, soit Teams. Bon, tout ce que vous envoyez là-dedans, en fait, c'est stocké sur les mêmes serveurs que ChatGPT, pour info. Donc déjà, vous pouvez faire le parallèle entre les deux. Donc si vous ne voulez pas l'envoyer par Outlook, ne le mettez pas dans ChatGPT, ça s'appelle une première chose. Et l'inverse est vrai aussi. Si vous n'osez pas le mettre dans ChatGPT, pourquoi vous l'envoyez par mail sur des serveurs américains? Voilà, je laisse ça en suspens. Et donc prenez au moins des licences commerciales qui garantissent la non-réutilisation des données, du moins pour ceux que je connais. Ouais, je vais rajouter un truc, peut-être être un peu plus sceptique encore. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la nécessité de mettre des outils en place pour offrir des alternatives aux utilisateurs. Moi, je voudrais insister sur la nécessité de l'acculturation sur cette question-là, parce que certes, c'est pas nouveau, mais ça a changé dans la façon de fonctionner. Et auparavant, quand on mettait un rapport financier sur un forum, on avait conscience de mettre un truc sur la place publique. Aujourd'hui, quand vous avez un bouton embarqué dans votre navigateur qui dit « cliquez ici pour poser des questions à votre PDF », pour un utilisateur qui ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est ultra tentant de cliquer ici et il ne se rend pas compte qu'en fait, cliquer ici pour analyser le PDF, ça envoie le PDF sur un serveur et il perd la maîtrise de ses données.
Et ça, il n'y a aucune autre solution que l'acculturation pour faire comprendre aux gens le périmètre de la data. Voilà, je voulais juste insister là-dessus parce que dans la forme, les choses ont changé. Hein. Dans le geste qu'on fait, c'est différent. C'est exactement ce que dit Amélie, mais ayez conscience que vous le vivez tous les jours sur vos téléphones. Combien ici sont allumés, et si je dis OK Google, hop là, ça se trouve, ça va biper de partout. En fait, c'est ça aussi. Ayez conscience et prenez ces exemples de la vie courante. Nous, c'est ce qu'on fait avec les équipes pour dire, mais en fait, tous les jours, vous devez vous poser ces questions dans tout ce que vous faites. C'est tellement intuitif qu'on y va plus facilement. Et c'est ça qui a changé entre mon exemple tout à l'heure du forum, où il y avait une action, et maintenant, c'est plutôt ça vient à vous directement. Oui, je voulais poser une question sans aucune arrière-pensée, mais est-ce que dans les cas d'usage qu'on vous demande d'implémenter ou dans la sensibilisation CODIR, est-ce que l'aspect carbone est parfois évoqué ? Oui, donc l'aspect carbone est très souvent évoqué. Et tellement qu'on nous demande effectivement de fournir, donc on demande régulièrement, je ne sais pas, plus de la moitié du temps, je dirais quand même, depuis un an là, d'introduire dans l'outil qu'on développe la consommation énergétique de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, les écarts sont impressionnants entre le volet IA générative, très 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 gourmand en énergie, et les IA plus classiques de prévision qui sont beaucoup plus bas. Ça permet aussi aux gens de se rendre compte de ces différences-là. Donc oui, c'est présent de plus en plus dans les demandes. En fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Aujourd'hui, il faut aussi bien expliquer, et ça fait partie de la sensibilisation, donc nous, on a ce volet sobriété, forcément, là-dessus. Utiliser ChatGPT pour faire une recherche Google, peut-être pas. Clairement, il faut avoir conscience de ce que ça peut utiliser derrière. Et quand on parlait aussi des choix sur les projets, qu'est-ce que je dois faire en interne, qu'est-ce que je dois sortir, qu'est-ce que je dois faire à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez plein de solutions. Qu'est-ce que je fais en local, qu'est-ce que je fais dans mon data center à moi, qu'est-ce que je fais à l'extérieur chez un cloud provider. C'est aussi ça, et en fait, ça, la question justement de la sobriété, c'est aussi ça qu'il faut se poser. C'est idem, acheter une licence ChatGPT pour toute votre entreprise, tout le monde va utiliser pour en faire quoi, ça vaut pas le coup. Peut-être qu'il y a d'autres moyens d'avoir un autre mode d'utilisation avec un système qui sera partagé, alors que vous arriverez à faire, mais essayez de rentabiliser toujours ces choses-là. Et ça, c'est cet aspect sobriété, oui, il faut le prendre en compte tout le temps. On prend pas, on le dit souvent, mais on prend pas un bazooka pour tuer une mouche. Et c'est ça. Il faut avoir conscience de ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup, et puis un tonnerre d'applaudissements pour nos 4 experts.